Le vent sifflait bas entre les maisons de pierre du village de Saint-Michel, accrochées à flanc de montagne comme une plaie que le monde avait oubliée. Ce matin-là, les volets claquaient comme des avertissements, mais personne ne disait mot. Le bruit venait d'ailleurs. Du cœur de la place. D'un spectacle qu'on ne voyait plus souvent, mais qu'on acceptait toujours. Helena Dubreuil, 30 ans à peine, les poignets liés par une corde rêche, le dos droit mais le regard bas, était exposée comme une voleuse. Mais elle n'avait rien volé. Sauf peut-être l'orgueil d'un homme trop lâche pour admettre qu'il n'était jamais aimé. Augustin, son mari depuis 5 ans, tenait l'autre bout de la corde. Il gonflait le torse, marchait en rond devant les villageois réunis. Certains étaient venus par curiosité, d'autres par haine, et le reste, par habitude. Il n'y avait pas de justice ici, juste des traditions et des murmures. « Elle m'a trompé avec son silence », hurlait Augustin, en pointant un doigt tremblant vers elle. 5 ans, et pas un enfant. Pas un cri dans le berceau. Elle m'a vendu un ventre vide et un nom sali. Les anciens hochaient la tête. Les femmes se taisaient. Et Helena? Elle ne disait rien. Ses joues étaient rouges de froid, ou peut-être de honte. Le bas de sa robe était maculé de boue, ses cheveux collaient à ses tempes. Elle n'avait pas crié. Pas supplié. Juste regardé droit devant, comme si elle attendait que la montagne elle-même la réclame. Augustin tira sur la corde. Elle chancela. Un rire nerveux éclata quelque part derrière le puits. « Allez, montre-leur ce que vaut une femme stérile. » Il poussa. Elle tomba à genoux. Le silence se fit plus dense. Un vieil homme détourna le regard. Un enfant demanda « Maman, pourquoi on l'a puni ?» Et la mère serra la main du petit. « Tais-toi, regarde pas. » Mais c'était trop tard. Tout le monde regardait. Et c'était ça le pire. Soudain, un bruit sec fendit le froid. Des sabots. Un cheval seul descendait le sentier qui venait des bois. Sur sa selle, un homme large d'épaules, enveloppé dans un manteau de cuir noir. Son visage portait l'ombre des arbres, mais ses yeux luisaient comme 2 morceaux de nuit. Personne ne le connaissait vraiment, mais tout le monde savait son nom. Armand Lenoir. L'homme des bois. Celui qui vivait là-haut, là où personne n'allait. On disait qu'il parlait au loup. Qu'il n'était revenu au village qu'une fois, pour enterrer quelqu'un. Il ne dit rien. Ne salua personne. Ne descendit même pas tout de suite. Il fixa Helena. Puis la corde. Puis Augustin. Un moment suspendu, comme si même l'air avait cessé de bouger. Puis il descendit. Lentement. Chaque pas résonnait comme une menace douce. Il s'approcha sans détour, sortit un couteau usé, large et court, et d'un seul geste, net comme une promesse, coupa la corde. Un souffle parcourut la foule. Augustin fit un pas en arrière. « Tu fais quoi, toi » hurla-t-il. Mais Armand ne répondit pas. Il posa simplement son manteau sur les épaules d'Helena, sans la regarder. Puis il releva les yeux vers l'homme. Son regard disait tout. Ce n'était pas une question. C'était un avertissement. Et ce jour-là, dans ce village figé entre pierre et silence, quelque chose s'était brisé. Pas la corde. Mais le silence. Le genre de silence qui garde les secrets, les blessures, les lâchetés. Ce jour-là, une femme était tombée, mais un homme s'était levé. Il n'y eut ni applaudissements, ni cris. Seulement des murmures étouffés pendant qu'Armand Lenoir s'éloignait de la place, Helena appuyée contre lui comme une silhouette sortie d'un mauvais rêve. Le village restait figé derrière eux, pris entre la honte et la peur. Personne n'osa suivre. Personne n'osa retenir Augustin quand il cracha au sol, la rage coincée dans la gorge. Armand marchait sans presser le pas, comme s'il savait que la dignité ne se gagne jamais en courant. Chaque pas éloignait Helena des regards qui l'avaient dépouillée de tout, et la rapprochait d'un silence différent, plus sûr, presque vivant. Ils quittèrent les maisons serrées pour s'enfoncer vers la lisière des sapins. Le froid mordait encore, mais le manteau d'Armand enveloppait Helena d'une chaleur lourde, rassurante. Elle tremblait, non de faiblesse, mais de ce relâchement brutal qui suit la peur. À plusieurs reprises, elle pensa parler. Aucun mot ne sortit. Armand ne posa aucune question. Il se contenta d'ajuster son pas au sien, de ralentir quand elle boitait, de s'arrêter quand son souffle se brisait. Ce respect muet, elle ne l'avait jamais connu. Quand ils atteignirent la vieille cabane, dissimulée derrière un rideau de pin, le jour commençait à décliner. Armand ouvrit la porte d'un coup d'épaule. L'intérieur sentait le bois sec et la fumée ancienne. Il alluma le feu sans hâte, comme un rituel répété 1000 fois. Puis il se tourna vers elle. « Assieds-toi. » Sa voix était grave, calme, sans ordre ni douceur forcée. Juste une évidence.
Elle s'assit sur le banc près du foyer, ses mains encore engourdies serrées l'une contre l'autre. Armand sortit une bassine, de l'eau tiède, un linge propre. Il s'agenouilla devant elle, sans jamais lever les yeux plus haut que ses poignets. La corde avait laissé des marques violacées. Il nettoya lentement, avec une attention presque solennelle. Elena inspira brusquement, prête à se raidir. Il s'arrêta aussitôt. « Dis-le si ça fait mal. » Elle hocha la tête. « Ça va. » C'était un mensonge ancien, mais pour la première fois, il n'était pas exigé. Le silence s'étira, ponctué par le crépitement du feu. « Tu n'as rien à prouver ici, dit-il enfin. » Elle leva les yeux. Il ne la regardait pas comme une épouse fautive, ni comme une femme brisée. Il la regardait comme on regarde quelqu'un qui a survécu. Les larmes montèrent sans prévenir. Elle détourna le visage, honteuse de pleurer encore. Armand posa le linge, se releva, et fit un pas en arrière, lui laissant l'espace. « Reste cette nuit. Demain, on verra. » Ce n'était pas une promesse. C'était une porte ouverte. Dehors, le vent se calmait. À l'intérieur, Elena sentit quelque chose se desserrer en elle, très lentement. Pour la première fois depuis longtemps, personne ne la tenait par une corde. Et personne ne lui demandait d'être autre chose que vivante. La nuit avait laissé tomber son silence sur la forêt, et dans la cabane, seuls les crépitements du feu osaient encore bouger. Elena n'avait pas dormi. Couchée sous la couverture rugueuse, elle fixait le plafond de bois, ses yeux secs malgré les larmes qui menaçaient. Armand ne ronflait pas. Il ne dormait pas non plus. Il s'était assis près de la cheminée, le regard perdu dans les flammes. Il ne parlait pas. Il n'avait pas besoin. Ce genre d'homme ne remplissait pas le silence, il le respectait. À l'aube, elle se leva doucement. Ses chevilles lui faisaient mal. Les cordes avaient creusé des sillons violets sur sa peau. Mais elle tenait debout. Elle regarda Armand sans un mot. Il hocha simplement la tête. Un geste de reconnaissance. Elle se dirigea vers le petit seau d'eau près de la porte, lava son visage, arrangea tant bien que mal ses cheveux. Dans un coin, une étagère couverte d'objets simples, un couteau de chasse, des herbes séchées, une vieille photo encadrée. Un enfant. Une jeune fille. Et soudain, son regard s'arrêta. Une broche. Petite, ovale, en cuivre terni, ornée d'un motif gravé. Un chardon. Elena sentit son souffle se couper. Elle avait vu cette broche autrefois. Sur une jeune fille qui venait au village avec son père. Une fille douce, un peu silencieuse. Elle s'appelait Louise, si elle se souvenait bien. Elle avait disparu il y a longtemps. On disait qu'elle s'était enfuie. D'autres disaient, rien du tout. Et voilà que cette broche était ici, dans cette cabane oubliée du monde. Armand sentit le changement dans la pièce. Il leva les yeux. « Tu la connaissais ?» demanda-t-il, d'une voix plus grave encore que la veille. Elena hocha lentement la tête. « Je l'ai vue, oui. Elle venait au marché. Et puis, elle n'est jamais revenue. » Armand referma les mains sur ses genoux. Il ne parla pas tout de suite. Puis, c'était ma sœur. 3 mots. Lourds comme une pierre sur la poitrine. Elle a disparu après avoir été vue avec un homme du village. Quelqu'un de respecté. Un homme que personne n'a osé accuser. Le silence retomba, plus épais que jamais. Elena s'assit, tremblante. Elle comprenait maintenant ce qu'elle n'avait jamais su relier. Augustin connaissait cet homme. Il avait toujours défendu son honneur avec un zèle étrange. Et cette broche, posée là, comme un souvenir trop propre. C'était un lien. Une vérité. Armand se leva lentement, s'approcha du feu, ajouta du bois. « Je suis descendu pour toi, Elena. Pas pour me venger. » Elle tourna la tête vers lui. Il continua, mais parfois les histoires se croisent. Et ce qu'on pensait enfoui remonte à la surface. Il se retourna vers elle. « Est-ce que tu as peur ?» Elle répondit, sans détourner les yeux, « Oui. Mais pas de toi. » Ce matin-là, quand la lumière filtra à travers les fentes de la cabane, ni l'un ni l'autre ne savaient encore ce qui les attendait. Mais quelque chose s'était déplacé entre eux. Pas de l'amour. Pas encore. Mais un terrain. Un passé partagé. Et dans ce passé, une flamme s'allumait lentement. Une flamme que ni le froid, ni la peur ne pourraient éteindre. Le soleil montait lentement au-dessus des sapins, jetant une lumière pâle sur les sentiers gelés. Armand s'était levé à l'aube, silencieux comme toujours, pour vérifier les alentours. Il avait ce regard particulier que seuls les hommes qui ont trop vécu savent porter, celui qui voit plus loin que l'horizon. Elena, restée seule dans la cabane, tournait entre les murs comme une âme en transit.
Le calme qui l'enveloppait depuis 2 jours ne tenait qu'à un fil. Elle le sentait. Quelque chose approchait. Elle replia le linge qu'elle avait lavé, remit un peu d'ordre, mais rien n'apaisait ce nœud dans sa gorge. Puis un bruit, très faible. Une pierre roulée. Un souffle trahi. Elle s'approcha lentement de la fenêtre, souleva à peine la toile suspendue. Des silhouettes. En contrebas, sur le sentier, 4 cavaliers. L'un d'eux portait une veste en cuir brun. Elle le reconnut immédiatement, Clément Viard. Un homme du village. L'ami fidèle d'Augustin. Celui qui l'avait vu tomber et qui avait souri. Il n'était pas seul. 2 autres hommes, plus jeunes, visage dur. Et Augustin. Bien sûr. Droit sur sa selle, comme un chien flairant sa proie. Helena recula, le cœur battant. Elle attrapa le fusil qu'Armand gardait appuyé contre la porte, mais ses mains tremblaient trop. Elle ne voulait pas fuir. Pas encore. Pas cette fois. Armand revint quelques instants plus tard, pénétrant dans la cabane d'un pas vif. Il vit son visage et comprit sans qu'elle dise un mot. « Ils sont là ?» demanda-t-il simplement. Elle hocha la tête. Il se dirigea vers la table, vérifia ses armes. 2 couteaux, un vieux revolver, quelques cartouches. « Je vais leur parler, dit-il. Elle le regarda, désemparée. « Tu crois qu'ils vont écouter ?» Il s'arrêta, planta ses yeux dans les siens. « Non. Mais ils sauront que je ne recule pas. » Elle voulut répondre, mais aucun mot ne semblait suffisant. Elle posa simplement la broche, celle de Louise, sur la table entre eux. Il la regarda longtemps. « Tu savais, pas vrai ? Depuis le début ?» murmura-t-elle. Il acquiesça. « Pas tout. Mais assez. » Puis il ajouta, plus bas, « L'homme que tu as vu autrefois, celui qui a fait ça à ma sœur, c'est le même qui finance le moulin du village. Le même que le maire protège. Et Augustin est son pantin. » Helena sentit un frisson la traverser. Ce n'était plus seulement son histoire. C'était celle d'un village construit sur des silences et des violences étouffées. « Si je me rends, ils te laisseront tranquille, » dit-elle d'une voix blanche. Armand secoua la tête, les mâchoires serrées. « Tu n'as pas à te rendre. Ce n'est pas toi qui es coupable. » Elle baissa les yeux. « Et toi ?» Il prit une inspiration profonde. « Moi, je n'ai plus peur de ce que je suis. » Mais il était trop tard. Augustin n'attendrait pas. Il voulait une scène, encore une fois. Une place. Une corde. Un public. Et il était prêt à tout pour la récupérer. Le piège était tendu. Et cette fois, s'ils y allaient, il n'y aurait pas de retour. Elle partit avant l'aube, sans bruit, laissant la porte entrebâillée derrière elle. Une simple feuille pliée attendait sur la table, posée sous la broche de Louise. Quelques mots griffonnés à la hâte, « Je dois faire ça. Pour que tu restes libre. » Armand trouva la lettre 1 heure plus tard. Son souffle se coupa net. Il relut la note, les mâchoires contractées, le cœur battant comme un tambour de guerre. Elle était partie. Et il savait exactement où. Le piège s'était refermé. Helena descendit le sentier, les yeux secs, le pas hésitant. Chaque arbre qu'elle croisait lui semblait la juger. Chaque souffle de vent portait l'écho de ce qu'elle abandonnait. Elle ne fuyait pas. Elle se livrait. Comme une offrande jetée dans la gueule du loup. Elle connaissait Augustin. Elle savait qu'il ne s'arrêterait jamais. Alors peut-être qu'en se livrant, elle pouvait arrêter la traque. Épargner Armand. Éteindre ce feu. Mais en atteignant les premières maisons du village, elle comprit qu'il était déjà trop tard. Les gens attendaient. Rassemblés. Pas par hasard. Pas comme des témoins. Comme des complices. Le maire était là. Les 2 hommes de main d'Augustin aussi. Et lui, bien sûr, droit comme une statue au centre de la place, les bras croisés, un sourire épais de haine au coin des lèvres. Il la vit. Fit un geste. 2 hommes la saisirent par les bras. « Te voilà, ma femme » gronda-t-il. Enfin raisonnable. Elle ne cria pas. Ne lutta pas. Pas ici. Pas devant eux. Le maire marmonna une phrase creuse sur l'honneur et le devoir. Puis la corde réapparut. La même. Raccrochée à la selle du cheval d'Augustin. Comme un souvenir que le village refusait d'enterrer. On l'attacha de nouveau. Sans protestation. Elle n'était pas venue pour se battre. Pas encore. Mais dans les bois, le vent changeait. Armand chevauchait à travers les épines, le visage fermé, les mains crispées sur les rênes. Chaque arbre semblait le pousser en avant. Chaque souvenir le ramenait à la même pensée, il ne laisserait pas une autre femme se faire briser devant lui. Pas cette fois. Pas encore.
Il atteignit les hauteurs du village au moment même où Elena tombait à genoux. Augustin paradait devant elle, parlant haut, ricanant. Elle m'a supplié de lui pardonner. Elle est prête à payer. Armand vit la corde. Il vit le regard d'Elena. Et dans ses yeux à elle, il n'y avait ni peur, ni résignation. Il y avait un cri muet. Un appel. Il descendit de cheval sans un mot, le pas rapide, l'épaule tendue. Un couteau à la ceinture. Et dans le cœur, une promesse vieille de 10 ans. Cette fois, il ne serait pas trop tard. Le vent soufflait sur la place comme pour balayer les années de silence, mais personne ne bougeait. Les villageois étaient figés, rassemblés autour d'un cercle de honte. Augustin, debout, tenait les rênes de son cheval d'une main, la corde de l'autre. Elena, agenouillée, les poignets attachés, le regard levé vers le ciel gris, respirait comme on attend le dernier souffle. Et soudain, la foule se fendit. Armand surgit du fond de la ruelle, silhouette sombre, large et droite comme un mur de pierre. Son manteau battait dans le vent, et son regard transperçait les visages. Pas un cri. Pas un ordre. Il marchait. C'était suffisant. Augustin recula d'un pas, surpris par la rapidité de son arrivée. Il serra les dents, puis brandit la corde plus haut. « Tu arrives trop tard, sauvage. Elle est à moi. » Armand s'arrêta juste devant lui, face à la foule. Aucun homme n'a le droit de faire ça. Sa voix était calme, mais plus froide que le vent. Il se plaça entre Augustin et Elena, dos à elle, les bras légèrement écartés. Il ne défiait pas seulement un homme. Il défiait tout un système. Une tradition. Une lâcheté collective. Un murmure courut dans la foule. Des femmes se regardèrent. L'une d'elles fit un pas en avant. Une voix trembla. J'ai vu Augustin avec elle, il y a des années, la jeune fille disparue. Louise. Le nom claqua comme un fouet. Armand ne tourna même pas la tête. C'était ma sœur. Il sortit la broche de sa poche, la montra. Elle portait ça. Jusqu'au jour où elle a croisé cet homme. Un silence lourd tomba. Le maire ouvrit la bouche, puis se ravisa. Augustin, lui, s'enflamma. Mensonge. Elle était folle. Elle voulait ça. Mais les regards avaient changé. Les visages fermés se fissuraient. Des larmes coulaient. Et dans les yeux des femmes, il n'y avait plus de peur. Seulement de la fatigue. Et de la honte. Elena parla alors, sa voix brisée mais forte. Ce qu'il a fait à Louise, il me l'a fait à moi. Pas avec les poings. Avec les mots. Avec les silences. Avec la corde. Elle se releva difficilement. Armand l'aida, sans la regarder. Il était là. Simplement là. Augustin hurla et tira un couteau de sa botte. Il fonça sur Armand, aveuglé par la rage. Le choc fut brutal. Les deux hommes roulèrent au sol. La foule recula. Le couteau trancha l'épaule d'Armand, mais il ne cria pas. Il retourna la lame, la fit tomber. Puis, d'un coup sec, il frappa Augustin à la tempe. L'homme s'écroula, inerte, groggy, sonné. Pas mort. Mais vidé. Armand se releva, haletant, couvert de poussière et de sang. Il se tourna vers Elena. Elle le regardait avec une force nouvelle. Pas comme un sauveur. Comme un témoin. Un égal. Il coupa la corde à son poignet. Lentement. Délicatement. Le maire ne dit rien. Personne n'applaudit. Mais le silence avait changé. Ce n'était plus celui de la peur. C'était celui qui suit un basculement. Celui qui précède une autre ère. Ce jour-là, la corde fut brisée. Et le regard d'un homme suffit à faire tomber la honte de tout un village. Ils quittèrent la place sans se retourner. Les pas d'Elena étaient lents, mais droits. Armand marchait à ses côtés, blessé à l'épaule, le souffle court, mais le regard clair. Le village les laissa passer. Certains baissèrent les yeux. D'autres les relevèrent. Il n'y eut ni pardon, ni explication. Juste un vide qui pesait entre les maisons, comme si, d'un coup, les fondations elles-mêmes avaient changé. Au sommet de la colline, le vent soufflait plus fort. Là-haut, le monde semblait plus vaste. Plus vrai. Armand s'arrêta, le bras posé contre un tronc pour reprendre son souffle. Elena se retourna un instant. En contrebas, le village n'était plus qu'une tache grise dans le paysage. « Tu vas tenir » demanda-t-elle. Il sourit, juste un peu. « Tant que tu tiens, je tiens. » Ils continuèrent jusqu'à la cabane. La neige fondue avait détrempé l'entrée, mais l'intérieur était intact. Armand alluma le feu sans mot dire. Elena étendit une couverture, rangea les objets renversés. Les gestes étaient simples, presque rituels.
Comme si, sans en parler, il construisait quelque chose d'autre. Pas un foyer. Pas encore. Mais un lieu où rien ne serait imposé. Le soir venu, elle s'assit près du feu, les jambes croisées, les mains sur les genoux. Armand, de l'autre côté, observait les flammes. « Elle s'appelait vraiment Louise ?» demanda-t-elle. Il acquiesça. Elle parlait peu. Mais elle chantait tout bas. Des chansons que notre mère lui avait apprises. Il s'interrompit. Parfois, j'entends encore sa voix dans le vent. Helena baissa les yeux. Moi, je ne me souviens pas de ma voix. J'ai passé tellement d'années à me taire, que je ne sais plus comment je parlais avant. Armand tendit lentement la main. Il ne la toucha pas. Il la laissa juste là, ouverte, entre eux, offerte sans attendre. Elle posa ses doigts dessus, tremblant, mais décidée. Le lendemain, ils partirent. Pas pour fuir. Mais pour vivre. Loin des regards, loin des jugements. Ils empruntèrent les sentiers de montagne, franchirent les rivières gelées, trouvèrent une clairière oubliée, entourée de pins et de silence. Là, ils s'arrêtèrent. Pas pour toujours. Mais pour un temps. Armand construisit une nouvelle cabane, pierre par pierre, bois par bois. Helena sema des herbes, suspendit des foulards aux fenêtres. Elle parlait un peu plus chaque jour. Et parfois, quand le vent soufflait entre les arbres, elle murmurait une chanson. Pas pour pleurer. Pour exister. Et un jour, sans prévenir, elle posa sa main sur l'avant-bras d'Armand, et dit doucement, « Je ne te dois rien. Mais je te choisis. » Il ne répondit pas. Il ferma les yeux. Et dans le silence, un battement nouveau naquit. Le monde n'avait pas changé. Les hommes cruels existaient encore. Mais dans ce coin reculé, entre les arbres et les pierres, deux âmes brisées avaient appris à marcher autrement. Non pas derrière. Non pas devant. Mais côte à côte. Si cette histoire vous a touché, n'oubliez pas de liker, de vous abonner, et de la partager avec quelqu'un qui croit encore qu'une vie peut recommencer, même après l'injustice. Parce que parfois, la seule chose qu'il faut, c'est un regard qui voit.